Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que vous attendez énormément chaque année, je le sais. Encore cette année je vous ai fait un petit sondage Insta pour vous demander quelle vidéo vous attendiez en cette fin d'année et c'est celle-là qui est ressortie majoritairement. C'est mon top 10 de l'année, c'est-à-dire mes lectures favorites de cette année. J'ai dû les réduire à seulement 10 lectures. L'année dernière je les avais pas classées, j'avais mis un petit peu tout en vrac, mais là j'ai vraiment fait ma 10e lecture, ma 9e, etc. jusqu'à ma première. Alors c'est un peu interchangeable, je sais que ce qui est très compliqué au fur et à mesure de l'année, c'est qu'il y a des choses qu'on oublie, une partie de à quel point on avait aimé un livre, il y a des livres qui vont rester plus facilement en tête alors que peut-être au moment où on les a lus on avait l'air moins enthousiaste et ce genre de choses, mais finalement j'ai revu toute la liste des livres que j'avais lus et j'ai observé que c'était ceux-là qui m'avaient le plus fait passer un bon moment, qui me marquaient le plus ensuite après, et du coup c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. J'espère qu'elle vous plaira. Vous pouvez dès à présent liker, vous abonner si c'est pas encore fait, je publie des vidéos toutes les semaines et sinon on y va. Et juste on prend 5 secondes pour admirer ces petites boucles d'oreilles que j'ai eues dans mon calendrier de l'Avent de cette année. C'est ma maman qui fait un calendrier chaque année avec plein de petits trucs et notamment des fois des boucles d'oreilles, et là j'ai des boucles d'oreilles sapin de Noël. En 10e position, c'est un des plus durs. Et en même temps, je voulais qu'il soit dans ce top parce que c'est une lecture graphique et c'est le seul de mon top et le seul que je vais vous parler de cette vidéo. Et c'est aussi dû au fait que je lis peu de graphiques. C'est un graphique que j'ai lu dans un vlog en fait avec vous et j'ai vraiment beaucoup aimé alors que je pensais aimer moyen, pas trop. Et je vais vous parler de Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Gordiano, adapté donc en BD par Sophie Ruffio et Lilian. Et c'est aux éditions du Soleil. C'est une BD qui est assez grosse, avec... Je vais vous montrer un peu les dessins. C'est vraiment des dessins, moi, personnellement, que j'aime bien. Et on va être ici avec une protagoniste féminine qui va avoir un accident un soir. Et on sent qu'elle est un peu au bout du rouleau, elle rentre du boulot, elle était dans les bouchons, elle a eu un accident. Sa voiture est plus utilisable, du coup elle va se réfugier chez quelqu'un, il pleut des cordes. Et ce quelqu'un, c'est un couple avec un monsieur qui va lui expliquer qu'il est routinologue. C'est-à-dire qu'il s'occupe de faire en sorte que les gens sortent de leur routine pour ne pas être malheureux, puisque la routine est à l'origine de certaines dépressions, de tout simplement ne pas se sentir bien dans sa vie. Et par conséquent, notre jeune fille va lui faire confiance petit à petit pour essayer, enfin un peu comme un psychologue qu'on va voir chaque semaine, et il va lui faire en sorte qu'elle change ses routines, qu'elle aille vers quelque chose qu'elle aime. Voilà, donc c'est tout bête, c'est un truc que je pensais c'était un peu la morale, c'est voilà, il faudrait faire ça dans ta vie et tout. Mais en fait la manière dont c'est présenté, certes c'est des directions de vie, mais elle va l'adapter vraiment à ce qu'elle veut faire elle, à ce qu'elle aime faire, et j'ai trouvé ça incroyable parce que c'est plein de vérités. C'est une jeune femme qui pourrait être n'importe quelle jeune femme qui a une vie où au boulot c'est compliqué, elle a du mal à se faire remarquer, elle a un de ses collègues qui la drague ouvertement alors qu'elle, elle lui dit non, enfin elle essaye par tous les moyens de lui dire non, et d'ailleurs à la fin elle lui dit clairement parce que ça ne passe plus, elle essaie d'être polie. De l'autre côté de sa famille, elle a un mari qu'elle aime mais qui l'aide peu, qui est peu investi en fait dans la charge à la maison, et c'est des inégalités qui existent toujours aujourd'hui et très fortement. Elle a un enfant qu'elle adore de tout son cœur mais elle a pas assez de temps pour lui dédier du temps, et elle culpabilise, et en même temps elle attend des fois de lui qu'il soit un peu plus adulte alors que c'est un enfant, parce que voilà, elle a toute cette charge en fait, et ça va être petit à petit, pas à pas, comment elle va changer les choses pour vivre dans une vie qui lui plaît plus, à reprendre sa vie en main un petit peu, et j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait une des leçons que je n'avais pas, parce que moi j'aurais été comme la jeune fille qui veut tout changer d'un coup et tout. Il n'y a pas que le fait d'y aller pas à pas, il y a aussi le fait de... Tu veux changer les choses chez les autres, parce qu'il y a beaucoup de choses que les autres, notamment encore une fois son mari qui fait pas grand chose, avant de vouloir lui faire des reproches, enfin de faire des reproches aux gens, avant de vouloir les faire changer, change d'abord toi, et en fait tes propres changements vont induire des changements chez les autres, ta manière de faire les choses,
Et ça c'est vraiment vraiment cool. Je vous le conseille à 100%. Je trouve que en plus le truc BD, je pense si j'avais lu en roman ça m'aurait peut-être pas autant plu parce que c'est pas des thématiques sur lesquelles je vais de prime abord, et que ce soit adapté en BD ça faisait que notamment s'il y avait certains passages qui étaient plus longs ou je me reconnaissais moins, bah ça allait plus vite quand même parce qu'une BD tu la lis plus rapidement. Numéro 9, c'est quoi mon numéro 9? Et je suis très très contente de citer ce livre parce que en fait c'est pas un livre que j'ai atrocement aimé. C'est pas un livre que je me dis il était incroyable, exceptionnel. C'est un livre où je l'ai fini et si j'ai pas la suite, et bah ça me reste dans la tête. Ça fait maintenant plus de 6 mois que je l'ai lu. Et à chaque fois que je pense à ce livre, je me dis j'ai envie de savoir la suite. C'est Dans ton regard de je ne sais plus qui, c'est publié aux éditions C-Block avec qui je suis partenaire cette année et je l'ai découvert dans le cadre de ce partenariat. C'est une histoire qui est entre un milliardaire et une serveuse, donc c'est un peu la trope rich poor, c'est une romance qui va évoquer juste une romance, voilà, c'est tout. Mais c'est une romance un peu sous fond de thriller, notamment la fin qui finit sur une scène assez épique et j'ai trop envie d'avoir la suite. Le topo c'est que la jeune femme, elle l'aime bien. Il vient manger régulièrement au bar mais elle est un peu transparente parce que bah, c'est juste une serveuse, ils se connaissent pas, etc. Et il la regarde jamais. Sauf qu'un jour, elle est aussi en fait, elle aide aussi ses frères je crois, je sais plus si c'est ses 2 frères ou un de ses frères qui tient un garage et elle l'aide dans certains cas pour dépanner les gens. Et à un moment il y a une tempête et le monsieur en question qui est milliardaire a décidé de prendre la voiture, se retrouve coincé au milieu de la tempête avec je crois que c'est sa voiture qui est au milieu de la neige et donc il appelle le garage, sauf que le garage à ce moment là c'est pas le seul le soir où il y a la tempête qui veut l'aide de ce garage et du coup la jeune fille elle va partir pour aller l'aider, elle va prendre sa décision alors qu'elle au départ elle fait juste le secrétariat à ce moment là et ils vont se retrouver tous les deux coincés dans un chalet pour 2 jours. Alors il se passe pas non plus beaucoup, en fait c'est beaucoup de discussions au départ, de se connaître etc parce qu'ils sont juste coincés et au fur et à mesure après ils vont être libérés et ils vont développer des sentiments. Et je sais pas, il y avait une tension, il y a pas mal de scènes de smut, je tiens à le dire. Je saurais pas vous dire qu'est-ce qui a fait que ça sortait du lot, mais quand j'y pense, j'ai tellement envie de savoir la suite. En fait, c'était hyper addictif. Et des romans comme ça fait tellement du bien. Donc voilà, si vous aimez la romance, et notamment la romance adulte avec des scènes de smut, n'hésitez pas à vous plonger dans Dans ton regard, parce que voilà. Je pense que c'est aussi un petit thriller, enfin genre il y a ce truc là de vouloir tourner à tout prix les pages et de savoir ce qui se passe après. Voilà. Numéro 8, c'est encore un livre que je n'ai pas encore, mais que normalement je devrais recevoir dans pas trop longtemps. C'est Love and Game de Rohan Lockhart. C'est sa nouvelle saga qui est sortie en auto-publication. Il a fait notamment des campagnes Ulule, enfin pour son premier tome il a fait une campagne Ulule. Et c'est une histoire de romance au bureau, mais à la sauce un petit peu familiale. Je sais pas comment expliquer mieux. Ce que j'ai adoré dans ce livre particulièrement, c'est la relation qu'a notre protagoniste masculin, donc Skyler, principal, avec son colocataire. Cette ambiance là, ce truc là où tu sais que tu vas avoir plusieurs tomes qui vont se relier les uns aux autres, qui vont être hyper familial, hyper cocooning. Et à côté de ça, j'ai beaucoup aimé les 2 personnages principaux, notamment l'autre personnage, j'ai plus le nom, qui est le patron en fait, et je sais pas, j'ai trouvé que son personnage était suffisamment original et en même temps retrouvé un petit peu le grumpy de certaines histoires, et ça franchement j'ai passé un trop bon moment. J'ai trop hâte d'avoir le tome 2 d'ailleurs, et en fait je me les suis procurés en papier, notamment parce que Rohan Lockhart a refait une impression pour le tome 1 et le tome 2 va sortir bientôt. N'hésitez pas à aller le suivre sur Instagram parce qu'il va parler de plein de choses autour de l'écriture, mais surtout vous pouvez être tenu en courant de quand il y a des campagnes, des trucs comme ça, parce que c'est pas forcément des livres qu'on retrouve hyper facilement, notamment ces derniers. Après il a pas mal de publications sur Bookmark si ça vous intéresse, faut trop que je découvre d'autres livres de lui. Love and Game m'a suffi à lui-même pour le mettre dans ce top parce que j'ai vraiment passé un super bon moment. Le livre suivant, c'est une romance qui est passée un petit peu partout, donc je pense que vous l'avez vu passer, que j'ai eu à Noël dernier il me semble, et que j'ai décidé de lire que en juin.
mais que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que je vais vous montrer le tome 1, mais je pense que c'est le tome 1 et le tome 2 qui rentrent réellement dans ce top. Donc c'est The Perfect Match de Lily Mars, publié chez les éditions EH. Ces livres, parce qu'il y en a deux du coup, hein. Ces deux livres, je dirais qu'ils sont pas parfaits dans le sens où c'est des romances que j'ai adorées, mais j'en vois un petit peu les défauts, notamment au niveau de la science-fiction. Pour vous raconter l'histoire, dans The Perfect Match, on suit Elliot qui a un petit copain depuis qu'elle est au lycée, enfin depuis qu'elle a 16 ans, et à ses 18 ans, elle doit passer un test de compatibilité pour savoir qui est son âme sœur en gros. Enfin c'est pas vraiment une notion d'âme sœur dans ce monde-là, c'est une notion de perfect match, c'est d'avoir quelqu'un qui te correspond totalement et parfaitement. Et donc elle va le passer avec son petit copain, sauf qu'en fait elle va pas passer la barre qui ferait qu'elle a le droit de se marier avec lui et de vivre sa vie avec lui. Et dans ce cas-là, elle va être désignée avec un autre garçon, qui cet autre garçon est le frère de son petit copain. Le grand frère de ce petit copain qui s'appelle Isaac. Ils se détestent un petit peu, en fait ils se connaissent pas trop, mais les circonstances dans lesquelles ils vont être forcés de se marier et de vivre ensemble forcément va faire que ils s'aiment pas trop. Ils ont chacun leurs raisons, c'est des raisons valables, c'est un vrai enemies to lover assez raisonnable, enfin je veux dire assez crédible dans le sens où on sait leurs raisons respectives. Et ça va être le début d'une histoire qui est à la fois une histoire d'amour et une romance, mais à la fois une histoire contre ce système qui oblige les gens à se correspondre, qui oblige les gens à être en couple déjà, qui en plus c'est des couples très hétéronormés, enfin il y a plein de choses qu'on peut critiquer vis-à-vis de ce système. Et donc voilà, il y a un peu Isaac qui est de ce côté-là, un peu dans la rébellion, et de l'autre côté t'as Elliot qui essaye de se reconstruire, qui essaye d'aller de l'avant en fait vis-à-vis du fait qu'on lui impose quelqu'un. Et en même temps voilà, petite romance, il y a 2 tomes. Au niveau de la science-fiction c'est assez limité, mais au niveau de la romance, il y a tous les ingrédients pour faire une bonne romance. Il y a suffisamment de tendresse, suffisamment de mignon, suffisamment de répliques des deux, de ils se cherchent, ils flirtent, etc. C'est respectueux et en même temps on a ces intrigues vis-à-vis du frère. Je sais pas comment dire, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire une bonne romance, tous les codes qu'on aime et en même temps l'originalité et en même temps le rythme. À aucun moment je me suis ennuyée dans la romance, il y a toujours un truc qui se passe et en même temps voilà, ils mettent pas non plus 2 tomes à se mettre ensemble. Une fois qu'ils sont ensemble il y a quand même des évolutions, enfin bref, vraiment en termes de romance je pense qu'on est sur mon critère, il est sur 10 sur 10. Après si on regarde la science-fiction derrière, il y a des trucs qui auraient pu être améliorés. Mais c'était pas le but, je pensais avant tout une romance, donc c'est pour ça. Mais en tout cas je vous les conseille, vraiment si vous aimez la romance, faut se plonger là-dedans. Je pense que ça peut devenir un peu un classique de la romance, tellement c'est cool. Dans ce livre, juste pour donner un exemple de la romance en général, il y a un passage où la jalousie et Isaac, il réagit mal vis-à-vis de trucs, mais il reste respectueux, pas forcément super possessif. Je sais pas, il y a le truc de enfin la jalousie est prise en compte sans pour autant que ce soit too much ou que ça aille trop loin et que ce soit à la limite du problématique. Et c'est ça que j'ai du mal de plus en plus dans certaines romances, c'est qu'on va avoir des traits masculins très marqués, possessivité, jalousie, et ça va beaucoup trop loin. On peut être jaloux, que ce soit d'ailleurs les mecs, les meufs, peu importe, mais la jalousie c'est un sentiment qui est normal, sain, mais si c'est too much, ça devrait pas être normalisé en fait. Après ça c'est qu'une opinion personnelle, il y en a qui aiment bien ce côté un petit peu possessif et tout. Moi je l'aime bien mais à petite dose quoi. Le livre suivant c'est encore de la romance, mais après c'est promis on va passer un peu de fantaisie. Toujours avec de la romance, mais bref. Ce livre-là, c'est Love on the Brain de Ali Hazelwood, livre que j'ai lu cette année, que j'ai pas lu en papier, j'ai lu en numérique, mais pour le coup lui je me le suis procuré parce qu'il était vraiment pas cher en collection comme ça, collector. Je sais pas si je suis fan des collections collector, je dois vous dire, mais comme il était vraiment pas cher, je me suis dit allez, je le prends dans cette collection-là. On suit dans ce livre Lévi et... comment elle s'appelle la jeune fille ? Lévi c'est pourquoi ce livre se retrouve ici, mais on dirait rien, Bee, voilà elle s'appelle Bee. Elle va rentrer à la NASA parce qu'elle a un nouveau job où elle va s'occuper un petit peu de la partie neurologique, puisque je crois qu'elle est neuro-ingénieure, exact. Et de l'autre côté on a Lévi qui lui est plutôt du côté physique à la NASA, il est aussi employé et ils se connaissent de la fac parce que à la fac
il y avait des rumeurs comme quoi Levi détestait Bee. Mais c'était des rumeurs. Et notamment, je crois que Bee a entendu une fois Levi dire que elle était moche. Et du coup, elle a été un peu vexée, Bee, que Levi pense ça d'elle et tout, mais voilà, elle l'avait oublié, hein. C'était pas non plus un énorme traumatisme, mais ce sujet va revenir un peu sur le tapis parce qu'elle va se retrouver à bosser avec lui. Et en fait, c'est comme ce que Ali Hazelwood sait faire, c'est-à-dire des quiproquos, des false first. C'est en gros notre personnage masculin qui... Tu le sais dès le début, hein, je vous spoil rien. Enfin, j'espère que je vous spoil rien dans les livres d'Ali Hazelwood. Le personnage masculin est toujours à fond en premier sur la fille, et c'est aussi ça qu'on aime. Et puis Ali Hazelwood, je sais pas ce qu'elle met dans ses romances. Je pense que y a un ingrédient secret là-dedans, faudrait le trouver. Peut-être moins trouvé dans Bride dernièrement. Mais je pense qu'il est dans la plupart de ses contemporains. Il y a une notion d'addictivité, il y a une notion de... Enfin, Levi, il est juste incroyable, ce personnage. Il est attachant, il est mignon, il est... incroyable. donc je me voyais pas ne pas le mettre dans ce top. Le 5e de cette liste, je vais mettre le dernier tome, mais c'est une saga avant tout que vous connaissez. J'ai hésité à la mettre dans ce top, peut-être que ceux qui sont là depuis le début, parce que c'est vraiment, le tome 1 je l'ai lu vraiment dans mes premières vidéos YouTube, sauront pourquoi j'ai hésité, parce que le tome 1 n'était pas parfait, j'avais quelque chose d'énorme à lui reprocher, et en même temps cette saga elle me reste dans la peau, je sais que il y a une suite qui est en train de sortir, que je me restreins pour me dire ne l'achète pas, ne le dévore pas, parce que c'est quand même un certain coût, la nouvelle saga qui est sortie, mais voilà, je voulais le mettre. C'est le livre perdu des sortilèges. Il y a 3 tomes, alors moi je les ai en version comme ça, mais vous pouvez avoir des versions, les nouvelles versions qui sont sorties si vous voulez, et il y a la nouvelle saga qui sort. Il y a un spin-off aussi qui est sur le fils du personnage principal de ce livre, et la nouvelle saga c'est de nouveau sur les mêmes personnages, et c'est je crois 5 ou 10 ans plus tard, et il y a de nouveau des trucs qui se passent, donc ça va être juste incroyable. Le livre perdu des sortilèges, pour vous parler du tome 1 et après je vous parlerai des deux autres tomes, c'est Diana qui est une sorcière, mais elle rejette tout ce qui est lié de près ou de loin à la magie parce que ses parents sont morts dans ce cadre-là et qu'elle a un peu des traumatismes, et puis en fait elle gère pas bien sa magie, elle a jamais voulu apprendre à gérer sa magie. Et elle est en même temps professeure à Oxford, enfin elle attend un poste de enseignant-chercheur en alchimie puisque c'est un peu sa spécialité. On est donc de nos jours. Un jour, elle va, pour ses recherches, demander un manuscrit qui s'appelle Lashmol 782. Et ce manuscrit, elle va l'ouvrir, elle va le feuilleter, elle va se rendre compte qu'il y a un truc un peu bizarre avec, elle va le refermer, le rendre. Et en fait, c'était le livre perdu des sortilèges. C'est un livre que toutes les créatures, parce qu'il y a 3 types de créatures dans ce monde, sorcières, vampires et démons, et toutes les créatures le recherchent ce livre. Donc au moment où ce livre va être ouvert, tout le monde va sentir qu'il y a quelque chose, qu'il y a ce livre qui s'est ouvert, et donc tout le monde va se précipiter voir Diana et la supplier, la menacer, lui demander, ça dépend quel type de créature, de lui procurer ce livre. Et notamment, elle va rencontrer par ce biais Matthew, qui est un vampire, qui veut ce livre, mais qui va avoir un peu une façon de le demander différente des autres. Déjà, il va éduquer Diana sur pourquoi ce livre est important pour les créatures. Il va avoir de longs discours avec elle de pourquoi c'est important, et puis au fur et à mesure, il va commencer à la protéger parce qu'elle va se retrouver menacée par à peu près toutes les créatures. Et puis voilà, va commencer d'une part une romance, et d'autre part, va commencer aussi une histoire de fantasy hyper riche, hyper complexe. Si le paranormal ou la fantasy adulte compliquée vous n'aimez pas, peut-être qu'effectivement il faudrait passer votre tour. C'est de la fantasy, il y a une grosse part à la romance, mais c'est surtout de la fantasy riche, et ça se voit avec... Moi je m'ennuie jamais, il y a un rythme tenu, j'ai adoré que on parle de science à travers les créatures, notamment de biologie, c'était juste un passage que j'ai adoré. Dans le tome 2, on est à un moment dans l'histoire, donc on revit l'histoire en fait, et c'est décrit d'une façon incroyable. On se retrouve avec Diana qui est dans le passé, donc il y a... ça change les dynamiques de l'histoire, et pareil, il y avait un rythme. De temps en temps c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de personnages, mais voilà, incroyable. Et le tome 3 c'est un peu la finalité de tout ça, on va parler un peu toujours, c'est les mêmes sujets qui sortent, mais il y a tellement à dire, il y a encore des questions que je me pose,
Il y a un truc qui est pas résolu je trouve dans ce livre, c'est les démons, leur place, quels sont leurs pouvoirs et tout. Vraiment les démons, il n'y a pas grand chose sur eux, ou alors j'ai loupé le chapitre dessus où on en parlait beaucoup. C'est pour ça que j'aimerais bien relire le tome 1. Le seul petit truc qui aurait fait que je l'aurais pas mis dans ce tome, c'est juste le comportement de Matthew dans ce tome là. Dans le premier tome, il est assez misogyne, on est dans un contexte très misogyne. Alors je sais que les vampires, peut-être je m'y suis habituée, j'avais peut-être pas lu quand j'ai lu celui-là beaucoup de tomes avec des vampires qui, voilà, ce que je parlais pour The Perfect Match, c'est le truc de possessivité, de too much. Et il y a deux trucs où je suis mitigée. Dans ces tomes-là, ça s'est un peu amélioré dans le sens où Diana acquiert du pouvoir et puis surtout elle acquiert une manie... En fait, elle acquiert plus de connaissances et de pouvoirs qui font que elle est plus légitime, on va dire, de faire sa place et notamment de répliquer certaines choses à Matthew. Donc ça passe mieux. Et il y a le truc aussi de... On a plus d'explications sur les vampires, leur fonctionnement, et du coup on comprend plus comment Matthew fonctionne et finalement c'est pas le pire là-dessus. Mais en même temps dans ce tome-là, t'as envie de lui donner des baffes, des fois t'as envie de lui dire mais mec, tu la laisses vivre un petit peu. Voilà, donc j'ai eu ce sentiment très très difficile dans celui-là. Mais dans cela ça s'est amélioré et ça apporte quelque chose quand même que les vampires aient un comportement des fois un petit peu possessif, un petit peu tout ça. Il y a quand même des fois des trucs qui sont bien faits vis-à-vis de ça. Ces livres sont juste incroyables, j'ai trop envie de savoir la suite et donc je pense que cette année ou l'année prochaine je vous chroniquerai la suite de ces aventures et je suis trop contente en fait que ça continue. J'espère que ça va pas gâcher parce que je crois qu'elle a attendu 10 ans avant d'écrire la suite donc... J'espère que ce sera toujours aussi bien. Mais j'espère que j'ai pas trop bougé. J'ai juste changé parce que j'avais plus de batterie. En 4ème position, c'est un livre que je ne me suis pas procuré. Et peut-être que certains d'entre vous vont être un petit peu étonnés, mais ce livre m'a transcendée d'une certaine manière. Parce qu'il m'a fait voir la romance de manière différente et je pense que c'est un des atouts de cette autrice. On aime ou on n'aime pas et je comprends qu'on n'aime pas parfois. Mais il y a quelque chose qu'elle a fait dans ses livres, dans les 2 premiers tomes qui sont sortis, qui font que enfin moi je vois la romance de manière différente et d'une manière que je préfère. Et je vais vous parler du coup de Wildfire de Hannah Grace. Donc Wildfire c'est le tome 2, le tome 1 c'est Icebreaker. Et c'est pour ça que je dis on aime ou on n'aime pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que dans Icebreaker il y avait beaucoup de smut, il y avait peu d'histoire finalement derrière, et moi je suis pas forcément d'accord avec ça sur le peu d'histoire. Je suis d'accord sur le fait qu'il y avait énormément de scènes olé olé et ça peut poser problème. Dans Wildfire on en a un peu moins, mais ça commence par ça. Et c'est un des trucs que j'ai trouvé exceptionnel, c'est qu'on va être sur 2 jeunes gens qui vont se rencontrer à une soirée, qui vont un peu avoir ce feeling, alors certains peuvent parler de coup de foudre, et c'est aussi ça que j'aime, c'est... Le coup de foudre ça a été prouvé scientifiquement, je le lance comme ça, mais c'est quelque chose qui m'a toujours façonnée, j'y crois pas tellement, mais l'étudier, que ce soit dans la romance de manière voilà, fictionnelle, ou que ce soit en sciences, parce que voilà, il y a tout un truc biologique derrière, je trouve ça juste passionnant, et du coup je trouvais incroyable que ce soit ça qui commence, parce que souvent dans les livres, et ce serait un peu trop facile dans la romance si on avait direct un coup de foudre et direct ils vont l'un vers l'autre. Et en même temps le fait que voilà, ils se plaisent énormément, et bah ça va pas non plus faciliter notre histoire parce qu'ils ont tous les deux leur petite vie, leurs petits problèmes, et en même temps c'est pas si compliqué comme histoire. Donc voilà, ils se rencontrent à une soirée. Et juste en fait je pense que ce livre, son 5 étoiles, mon coup de cœur vis-à-vis de ce livre et le fait qu'il soit en 4ème position relève juste des premiers chapitres, de la manière dont l'autrice a réussi à mettre un feeling entre eux, à mettre les barrières entre eux. Le quiproquo est juste incroyable parce que en fait l'histoire de départ, c'est dans le premier chapitre, je vous spoil rien, c'est Robbie qui a trouvé ça incroyable le moment qu'il a partagé avec elle, qui s'enferme dans la salle de bain en se disant qu'est-ce que je vais lui dire, mettre un petit peu au clair ses sentiments, la jeune fille qui pense que du coup il a pas aimé et qu'il essaye de la rejeter, et elle qui se dit ok c'était juste un plan d'un soir, je m'en vais. Et ça c'est vraiment la base de l'histoire, c'est genre un énorme quiproquo et j'ai trouvé ça incroyable. Et il y a le truc en fait de Hannah Grace, et c'était vrai aussi dans Icebreaker même si c'est pas la même histoire bien évidemment, c'est 2 personnages peuvent être ensemble plus ou moins et il se passe encore quand même des choses. On n'est pas sur le schéma narratif courant d'une romance classique qui est ils vont se rencontrer, au début ils s'aiment plus ou moins, ils sont juste un peu attirés, ils vont de plus en plus se rencontrer, peut-être premier bisou, ensuite ils vont coucher ensemble et ensuite ils vont être ensemble.
Et ça c'est le schéma classique et j'aime bien, enfin la plupart des romans sont comme ça, mais il y a des choses que j'attends de plus en plus parce que je lis de plus en plus de romances et donc je suis de plus en plus exigeante. Et un des trucs que j'attends c'est, ok ils sont ensemble mais c'est pas la fin de l'histoire. C'est pas la fin de l'histoire, il y a encore plein de péripéties, il y a des trucs qui peuvent se passer. Ok, ils se sont fortement rapprochés au début du livre, comme dans Whitefire, mais c'est pas la fin du livre, il y a encore plein d'obstacles, il y a encore plein de trucs qui arrivent en fait, et c'est ça que je veux voir. Et c'est, pour revenir juste un peu, quelque chose dans ces livres, ils vont se mettre ensemble assez rapidement, mais leur couple, l'évolution de la romance n'est pas finie au tome 1. Il se passe plein de choses, il se passe des rebondissements, il y a des obstacles, il y a des trucs, et ça n'en est pas moins intéressant en fait. Et c'est ça que j'aimerais retrouver dans les romances, c'est important la première phase, parce que moi les livres où on voit même pas la rencontre ou ce genre de choses, des fois c'est aussi compliqué avec moi. Ça peut être bien fait mais tu loupes un peu quelque chose de l'histoire et des fois t'es un peu frustré vis-à-vis de ça. Et en même temps c'est parce qu'on a la rencontre, que voilà il se passe des choses et tout, que ça s'arrête une fois qu'ils sont ensemble, et je trouve ça trop dommage. Il y a tellement de choses. Si on veut vraiment que parfois la fiction reflète un petit peu la réalité, heureusement qu'une fois qu'on se met en couple c'est pas juste là quoi. Heureusement qu'il y a des péripéties, heureusement que y a des hauts, il y a des bas, et les bas sont pas heureux, mais c'est parce qu'il y a des hauts derrière et que voilà, ça vit en fait. Mais du coup, Whitefire a été une référence pour moi de me prendre cette claque, de me dire mais oui, enfin un schéma de romance qui est différent, qui évolue. Et même au niveau de l'histoire, j'ai beaucoup aimé, ils sont super mignons. Je dirais que une fois passé ces premiers chapitres, c'est plutôt relativement plat, mais en même temps j'ai aimé parce que j'aime bien les écrits de Hannah Gray, j'avais bien aimé Icebreaker, il y a des moments assez sympathiques. Le premier de ce tome 3 en 3ème position, c'est un livre, vous allez me demander pourquoi il est dans ce top 3, c'est un livre qui m'a fait pleurer. C'est le cas du deuxième et du premier aussi. Alors, je pense qu'il y a un petit fil conducteur pour être dans mon tome 3, faut un peu me faire pleurer. Mais pas pleurer forcément de tristesse, parce que c'est pas sûr que ça marche. Faire pleurer d'émotion, je dirais, Bref. This is not a love letter. Comme ça a l'air d'être un livre où les 10 règles du sexe et du surf de Anouk Filippini, publié chez les éditions Ozu. J'allais dire Azou, mais c'est pas ça. This is not a love letter, c'est pas aussi simple que ça a l'air sur cette couverture. On est effectivement sur une histoire, moi je pensais que c'était une histoire pas prise de tête, où on parlait de sexualité aux jeunes, et j'allais dire incroyable, c'est bien, j'ai envie de le lire. Mais en fait c'est tellement plus cette histoire. C'est sur Lou qui passe un été très très compliqué, notamment vis-à-vis du fait que sa meilleure amie n'est pas là, et on sait pas ce qui s'est passé entre elles. Probablement une dispute, probablement, on sait pas. Et il se trouve que Lou, elle passe un très très mauvais été, elle écrit des lettres à sa meilleure amie qui n'est pas là, et elle reste un peu enfermée chez elle. Elle fait du surf mais elle veut surtout pas voir ses amis de l'année dernière avec qui elle passait du temps et tout. Et elle va tomber sur son voisin d'en face qui s'appelle Inigo, qu'elle aime plutôt bien. Inigo va lui demander de lui donner des cours de surf et de sexe. Et en fait, elle en sait pas beaucoup plus que lui, hein, on le comprend, mais elle va avoir les bons réflexes, on va dire, de lui parler de choses. Ils vont avoir des moments où c'est un peu compliqué entre eux, et ils vont communiquer. Quelque chose d'incroyable, je pense, de parler de la communication dans un couple, dans une relation, dans la sexualité de manière générale. Et la fin, cette fin, le dernier chapitre, je crois que c'est dans le dernier chapitre. Je peux pas vous dire parce que c'est tout le truc du livre, mais il y a un moment, il y a un dialogue. Je pense que ce livre a cette 3ème place ici pour un dialogue, c'est ça qui est incroyable. Il y a un dialogue où la jeune fille va mettre les choses au clair avec quelqu'un d'autre, et ça reflète le problème de notre société, vis-à-vis notamment des relations amoureuses, mais pas que amoureuses, de toutes les violences aujourd'hui, de l'actualité aussi, si vous suivez un petit peu les choses un petit peu graves de ce côté-là, sur voilà, les relations sexuelles non consenties. Elle va parler à quelqu'un qui n'est pas accusé de quoi que ce soit, hein, mais elle va lui dire certes t'as rien fait dans les fonds, mais c'est toi qui représente toute la société, c'est toi qui, par ton action qui n'est pas illégale en soi, va poser des problèmes de société à tout le monde, va créer des choses illégales, va faire beaucoup de mal à des gens, et voilà, je vais m'arrêter là, mais parce que sinon je vais trop vous en dire. Ce livre, voilà, c'est
je suis un peu émue en parlant, mais voilà, j'ai pleuré, j'étais dans la voiture pour aller en Espagne et ça... c'est le genre de livre, tu le refermes et tu te dis faut changer les choses, faut se battre, il faut changer les choses. Et il y en a d'autres, hein. J'en ai d'autres, on peut parler de Nos plus belles années, on peut parler de The Way I Used to Be, voilà, mais celui-là, il payait pas de mine, vous voyez la couverture, je pensais pas que j'allais rentrer là-dedans et je me suis pris une grosse claque quoi. Et c'est ça qui a fait que, je pense que c'est cette surprise-là qui a fait qu'il se retrouve dans mon top 3. Ok, top 2. Le deuxième livre, mon deuxième livre préféré de cette année, c'est Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa. On en parle ou pas de ce livre, pour ceux qui l'ont lu? Je sais qu'il y en a, ils ont plus ou moins aimé, je sais, il y en a, ils se sont dit ah, tout le monde en a parlé, comme quoi c'était trop bien, mais je suis pas sûre que ce soit trop bien et tout. Pour ma part, que ce soit trop bien ou pas trop bien, faut parler de ce livre, je pense. Il faut en parler parce que, waouh, voilà, encore une claque, encore une belle claque. Et pourtant, je pense que ça m'était pas destiné pour plusieurs raisons. Déjà, je suis allée vers ce livre parce que je pensais qu'il y avait de la romance. Spoiler alerte, il n'y a pas de romance. Et je pense pas vous spoiler en disant ça, parce que c'est pas de la romance à proprement parler, c'est une histoire d'amour, mais sans de romance. Il n'y a pas de romance. Je tiens à le dire. C'est une belle histoire d'amour, d'amitié. C'est un garçon qui est plutôt pauvre, qui va être envoyé en Italie pour sculpter avec un oncle, enfin un pseudo-oncle, quelqu'un d'éloigné qui le frappe. Et il va se retrouver à avoir des commandes, cet oncle, pour une riche famille. Et cette riche famille a une jeune fille qui est un petit peu particulière, qui est un peu en avance sur son temps, qui s'appelle Viola Orsini et qui est plutôt sympathique. Ce livre, c'est à la fois des moments longs où on va raconter la vie de Mino, qui est notre personnage principal, et à la fois des moments d'amitié, de rapprochement. On est toujours à cette limite floue entre deux personnes qui s'aiment excessivement beaucoup, qui seront jamais vraiment ensemble, sans vous spoiler, mais on peut pas parler d'amitié parce que ça a l'air énormément beaucoup plus fort que ça. Ils sont meilleurs potes, ils sont plus que ça encore, et à cette époque-là, je pense pas qu'on se dit oh c'est ma meilleure amie, surtout quand t'as cette idée de classe sociale différente. Mais ce livre il vaut le détour parce que moi il m'a émue, parce que ce qui est incroyable c'est la place de Viola dans ce monde. En fait ils sont un peu inversés. Mino il attend rien de la vie, il veut juste vivre sa vie, et Viola elle en attend tellement de la vie, et elle est bloquée parce que c'est une femme même si elle est riche, et lui il est libre même s'il est pauvre parce que c'est un homme. Et t'as ce truc là tout le long de ils pourraient être à la place l'un de l'autre et peut-être ils seraient plus heureux. Et il y a ce truc là de Viola qui est en avance sur son temps, et le fait qu'elle soit en avance sur son temps et qu'elle veuille des choses pour changer le monde et pour ne plus être une femme dont on n'attend pas grand chose d'elle, et bah en fait ça va régir toute sa vie et ça va la faire énormément souffrir. Et comme ça a pas l'air d'être une histoire joyeuse, et ce n'est pas une histoire joyeuse, mais elle m'a émue cette histoire. Elle relève plein de choses sur qui nous sommes, sur notre histoire, comment elle est écrite, les choses tellement injustes, on s'en rend pas compte, mais et Viola elle a un esprit, une manière de penser qui, nous à notre époque on trouvait ça incroyable, à leur époque ça va lui attirer que des ennuis quoi. Et de l'autre côté on a Mino qui lui est hyper influençable, qui a pas eu cette éducation pour être totalement libre d'une part, parce que voilà il est hyper influençable, et en même temps il a cette liberté d'être un homme, après il va avoir sa propre entreprise, etc. Et en même temps on est dans un contexte d'Italie que je ne connaissais absolument pas, donc j'ai appris plein de choses. Vraiment, ce que ce livre dit comme morale, la partie historique, la partie voilà, j'ai aimé. Il y a des moments de longueur, je tiens à le dire, qui a été un peu compliqué, notamment plein de passages où Mino il est à certains endroits, souvent quand il était pas proche de Viola, ou que voilà, il l'intéressait pas avec lui pendant quelques années et tout, moi c'était compliqué, j'étais là, c'est un peu ennuyeux. Mais en fait, voilà, c'est un livre, j'ai envie de l'avoir dans ma bibliothèque, je pense qu'il vaut le détour. Je sais pas si je le relirai un jour, parce qu'il est hyper dense, parce que je pense qu'il te prend aux tripes, et après il faut rester jusqu'à la fin du livre pour comprendre. Genre, je l'ai lu en livre audio, que je vous conseille parce que c'est vraiment cool, mais voilà.
Voilà voilou pour ce livre. Je vais vous parler de mon top 1. On va parler du syndrome du spaghetti de Marie Vareille. Ce livre, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais en train de conduire, je le lisais en audio dans la voiture au Portugal pour aller chercher mes amis à la gare. Je le lisais et je pleurais et j'étais là, je vais avoir un accident. Ça fait 2 heures que je conduis, j'ai jamais conduit autant de ma vie et je suis en train de chialer. Je vais avoir un accident et en fait non, j'ai pas eu d'accident. Mais j'ai découvert une histoire incroyable. Ce livre, c'est... Je n'ai même plus les noms, j'ai pas le livre sur moi parce que je ne l'ai pas en papier. Je ne sais pas pourquoi. Ce livre, c'est une jeune femme qui adore jouer au basket, qui a un meilleur pote. C'est un young adulte contemporain. C'est un young adulte contemporain, c'est pas de la romance, même s'il y a une petite romance que je vais vous exposer. Elle a un meilleur pote, ils ont candidaté tous les deux pour entrer à... Je ne sais plus l'institut pour... je sais plus le nom de l'institut pour se professionnaliser en basket. Et le rêve à tous les deux, mais beaucoup plus à elle finalement, c'est d'aller aux États-Unis et d'être recrutée par la NBA. Et son père est le coach. Elle a aussi une sœur, elle a une mère, elle a une petite famille, voilà. Et il va se passer un drame dans sa vie qui va exploser sa vie en petits morceaux. Exploser son futur, exploser tout sur son passage. Et par cette explosion, elle va se retrouver à rencontrer un jeune homme qui s'appelle Anthony. Elle le rencontre juste avant l'explosion, mais c'est l'explosion qui va faire qu'elle va le revoir, qu'elle va nouer une certaine relation avec lui. Mais c'est pas le gros de l'histoire, et finalement c'est pas l'histoire d'amour qui m'a... Non, c'est l'histoire de... La morale de ce livre... C'est juste exceptionnel. Marie Vareille, le premier chapitre, tu te demandes pourquoi il est là. On va te raconter une anecdote. Cette anecdote m'est sortie du livre jusqu'au bout. J'ai fermé le livre, j'ai digéré un petit peu, j'ai beaucoup pleuré de joie, de... voilà. Et puis plus tard j'ai repensé à ce livre parce que j'y repense tout le temps et ce petit détail là m'est revenu et je me suis dit Marie Vareille est un génie. La manière dont elle écrit et je suis toujours aussi persuadée. Et j'ai une admiration profonde pour ce livre. J'ai lu un autre livre de Marie Vareille que je vous ai un peu rabâché dernièrement. C'est La dernière allumette qui est super important, qui parle de violence conjugale. Donc très loin du thème du syndrome du spaghetti, mais je reste persuadée que Marie Vareille est un génie parce que même dans ce livre, voilà, ça se répond. Il y a une intrigue, il y a un moment clé dans l'histoire qui est super bien écrite. Puis même c'est hyper émouvant, c'est voilà, c'est juste incroyable. Le syndrome du spaghetti, c'est ce genre d'histoire que tu refermes et qui va t'apprendre quelque chose sur toi. Peut-être que je ferai une vidéo un jour sur tous ces livres qui m'ont appris des choses sur moi. La morale de l'histoire, c'est tu peux en faire ton excuse ou tu peux en faire ton histoire. Incroyable, non? Moi je trouve ça incroyable. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas, voilà, à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Moi je veux savoir vos favoris à vous parce que j'aimerais les lire l'année prochaine si c'est pas déjà fait, ou comprendre si on a des favoris en commun. Vraiment lâchez-vous dans les commentaires, mettez-moi vos tops de l'année, j'ai envie de les connaître. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!